Mesdames et messieurs, comment vous dire? Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Parce que l'invité que je reçois aujourd'hui, c'est un invité spécial, dont la vie, avec son co-partenaire, aurait pu même faire l'objet d'un biopic qui s'intitulerait « From the Hood to Hollywood ». Et je raconte pas de sottises, c'est vraiment le cas. L'invité que je reçois avait toujours de grands rêves américains, internationaux, tout ce que vous voulez. Et lorsqu'ils arrivent avec leur deuxième film, intitulé Black, ils mettent une gifle, mais vraiment une gifle, au cinéma européen. Et ils se font révéler avec ce film qui devient leur ticket pour Hollywood. Ensuite, ils enchaînent avec le très pop, très électrique Gangsta, qui est juste incroyable. Entre-temps, ils réussissent à choper une big franchise, et ça s'appelle Bad Boys 3, où ils ont fait un carton intégral. Je crois que même c'était l'un des plus gros cartons, je crois, en fait, de la période Covid, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ils sont revenus avec un film émotionnellement puissant, le film Rebelle. Et là, ils viennent tout récemment d'avoir un nouveau pouvoir en eux, avoir ressuscité le box-office américain avec Bad Boys 4. On a l'impression que mon invité a déjà réalisé ou exaucé tous ses souhaits, mais ce n'est pas encore le cas. Il y en a plein d'autres. Alors, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon frérot, l'excellent réalisateur, co-réalisateur, monsieur Adil El Arabi, du duo Adil et Bilal. Allez-y. Shukran, merci. Ah, c'est trop. Merci. Merci. Ah, frère, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un honneur de te recevoir, vraiment un immense plaisir, tu le sais. Déjà, on va te féliciter pour l'actuel carton intégral de Bad Boys 4. Tu as réussi, grâce à ce 4e volet, à franchir le milliard avec cette franchise. C'est ce qu'on a pu lire tout récemment. C'est incroyable. Le film démarre en trombe à l'international et on est très content pour toi. Mais dans un premier temps, en fait, je voudrais remonter le temps. Vraiment, let's go back. Quand tu étais enfant, je voulais savoir comment était le Adil enfant et son rapport au cinéma. Est-ce que déjà enfant, tu sentais en toi que tu voulais devenir réalisateur? Si oui, pourquoi? Ouais, quand j'étais tout petit déjà, je crois à 7 ans, je voulais être acteur à Hollywood. Déjà? Parce que je savais pas qu'il y avait un réalisateur, donc Okay. j'avais pas compris. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu un making-of de Jurassic Park. Okay. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un mec derrière la caméra, que c'était un mec avec une casquette, une barbe et des lunettes. Et c'était Steven Spielberg. Ouais, c'est un monsieur, un petit monsieur. Je dis, je vais avoir son job à lui. Et depuis que j'ai 8 ans, ça m'a jamais lâché. Je voulais toujours être réalisateur à Hollywood et faire les grands films de cinéma, tu vois, avec des grands acteurs et tout ça. Et parce que Hollywood, ça fait encore toujours rêver tout le monde. Et c'est comme si on rêve d'être footballeur, tu veux aller dans la Champions League ou gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, si tu veux être réalisateur, c'est Hollywood, quoi. Ok, mais est-ce que tu avais déjà des membres de ta famille qui fréquentaient le milieu du cinéma, ou est-ce que c'était vraiment toi le seul membre de la famille à vouloir devenir artiste, ou est-ce qu'il y en avait déjà? Non, parce que je suis d'origine marocaine, c'est pas vraiment la base, le monde artistique, donc non, il n'y avait aucun qui faisait ça, mais ma mère, la Rahma, elle était toujours fan de cinéma et de la télévision, c'est avec elle que je regardais toujours les films, et elle était convaincue à 100% que ça allait réussir, donc elle a toujours poussé dans cette direction-là. Et c'est là que tu intègres plus tard la fameuse école Saint-Lucas. Ouais. C'est ça, où tu vas rencontrer ton futur co-réalisateur et co-partenaire, en fait. Ton partenaire screen, Bilal Fallah. Ouais. C'est ça. Ouais. Et comment que ça se passe? C'est quoi l'ambiance dans cette école? On m'a dit que c'est une école très élitiste, très belge de souche. Il n'y avait pas énormément de rebeux. C'était pas nécessairement très élitiste, mais c'était très blanc, quoi. Tu vois, il y avait que des gouelles partout. Très artistique. Et le truc, c'est que moi et Bilal, on était les deux seuls Marocains, ou même les deux seuls Belges d'une autre origine dans toute l'école. Donc on s'est vraiment réunis comme ça. Bilal, lui, il est rentré. Moi, j'étais très timide parce que je venais d'une école catholique où on était avec uniforme très strict.
direct. Ok. Et d'un coup, j'étais dans une école beaucoup plus différente, beaucoup plus artistique et tout ça, mais j'étais très timide, donc je parlais avec personne. Et il y a Bilal qui rentre comme si c'était Prince de Bel-Air, directement, parce que lui, il vient de Bruxelles, donc c'est un autre style, alors que moi, je viens d'Anvers. Et il disait bonjour à tout le monde, et il me voyait dans un coin, et il me demandait, t'es marocain? Je dis ouais, frérot. Direct, la connexion. Et à partir de ce moment-là, on a toujours fait des petits courts-métrages ensemble, en fait. Ok. Et vous aviez les mêmes goûts quand vous discutiez cinéma, ça connectait par rapport aussi au goût que vous aviez qui était similaire? Ouais, parce que nous, vu que c'était une école d'art, donc il y avait aussi, c'était une école des beaux-arts, donc il y avait des photographes, il y avait des gens qui faisaient de la sculpture, de l'art abstrait, des performances même de théâtre et tout ça. Donc nous, on était les seuls aussi de mentionner le mot Hollywood, qui était un mauvais mot. Là-bas, on devait vraiment faire des films qui étaient des films d'auteur, de cinéma d'auteur, des films qui vont dans des festivals, des réalisateurs qu'on n'avait jamais entendus auparavant, qui sont des super réalisateurs, mais nous, on vient bien sûr de la culture un peu hollywoodienne, donc on connaît ces gros blockbusters qu'on voit au cinéma. Exactement. Nous, on ne connaissait pas vraiment les réalisateurs de la Nouvelle Vague ou les réalisateurs, ou par exemple Michael Haneke ou Apicek Pongweraseta Cool, pour ceux qui connaissent, qui a gagné la Palme d'Or. Ouais, c'est je crois même qu'il a gagné 2 Palmes d'Or. Exactement, ouais. C'est vraiment des super réalisateurs, mais on connaissait pas ça. Mais en tout cas, c'était ce genre de cinéma qu'on devait faire. Et là, on voyait qu'on n'était pas raccord, on n'était pas raccord avec le reste de la classe ou de l'école. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment réunis, parce qu'on disait, t'aimes bien les films de Jerry Bruckheimer? Ouais. T'aimes bien Bad Boys? Ouais. Ok, d'accord. Exactement. Et donc, l'avenir le dira, enfin le prouvera, que comme quoi vous allez vraiment pour le coup faire plus tard Bad Boys. Mais ce qui se passe après, c'est que, pour rebondir sur tes propos, quand tu disais que vous aimiez les films très pop, très culture mainstream, quand vous faites votre premier court-métrage, Brothers, il y a déjà tous ces éléments-là. On sent qu'il y a un peu de Scorsese, il y a un peu il y a pas mal de références de Spike Lee aussi, exactement, avec la notion de hip-hop et tout ça. Vous l'aviez conçu d'entrée de jeu avec ces références-là, Brothers? En fait, Brothers, c'était notre dernier film, dernier court-métrage à l'école. Les premiers courts-métrages qu'on a fait, on s'est ramassé la gueule direct. Donc on n'a pas passé, on a dû redoubler la première année. D'accord. Parce que les films étaient nazes. Et c'était aussi pas des films très personnels. C'était, par exemple, on essayait de faire des films d'action ou des films de guerre ou des films, en tout cas des films de genre. Et c'est là où nos profs nous ont dit qu'on devrait essayer de faire des films qui sont un peu plus personnels. Donc nous, on n'avait pas encore compris auparavant qu'il n'y avait pas beaucoup de films avec des personnes d'origine, en tout cas d'origine marocaine, alors que Bruxelles ou Anvers, ou même en général la Flandre et la Belgique, c'est un pays très divers, mais il n'y a pas cette diversité à l'écran. Parce que ces histoires n'étaient pas racontées. Donc nos profs nous ont dit, racontez des histoires à vous, des histoires de gens que vous connaissez, de quartiers que vous connaissez. Nous, on ne savait pas que ça allait être intéressant. Donc c'est là où on a commencé à plutôt faire des courts-métrages sur ce monde-là. Et là, alors, on n'a pas redoublé. Et ça devenait de mieux en mieux. Et c'est là où le dernier court-métrage, qui était notre examen de fin d'année, parce que chaque examen, c'était un court-métrage, chaque année. D'accord. Et donc la dernière année, l'année master, la 4e année, c'était faire ce court-métrage comme examen, et c'est là où ça a commencé, où on a gagné des prix avec Brothers, et on a rencontré notre caméraman, chef opérateur Robert Havard, qui après est devenu aussi le chef opérateur de nos films et aussi Bad Boys. Donc, incroyable aussi. Donc là-bas, c'était notre première collaboration, c'était à ce moment-là. Ouais, donc il y avait déjà cette famille qui allait commencer à naître, et vous allez faire un beau parcours tous ensemble. Et ce court-métrage, comme tu le dis, ça vous a permis de gagner des prix. C'est ce qui vous a permis aussi de décrocher, je crois, une bourse pour faire Image, votre premier film, je crois. Ouais, c'est ça. Donc le prix le plus prisé en Flandre, en tout cas dans le monde des courts-métrages, c'est un truc qui s'appelle le Wildcard. C'est un prix qu'on donne aux étudiants, qui a un budget pour faire un autre court-métrage. Donc à ce moment-là, dans ces temps-là, c'était 60 000 € qu'on pouvait doubler avec du tax shelter, un système belge. Et nous, on se disait, si un jour on gagne ce prix, on va faire un long-métrage direct, parce qu'on ne voulait pas rester dans le monde des courts-métrages. Et on voulait être aussi plus rapide qu'à ce moment-là, ils étaient en train de faire un film qui s'appelait Black. Et c'était pas nous, les réalisateurs. D'accord. Donc nous, on s'est dit, on va d'abord faire Image, on va être avant eux. Et à ce moment-là, on savait pas encore qu'on allait avoir qu'ils allaient nous donner, en tout cas, Black en tant que réalisateur aussi.
il s'est passé quoi avec les autres réals pour qu'ensuite vous arriviez dessus sur Black? L'histoire en fait de Black, c'était quand c'est basé sur un livre. Quand j'avais genre 15-16 ans, j'avais lu plusieurs livres de cet auteur-là qui s'appelait Dirk Brakke. J'aime pas trop lire, tu vois. Ouais, okay. Donc je suis un peu un poids plume intellectuel, mais j'essayais de... chaque fois que je lisais un livre, je me disais ça pourrait être un film un jour. Okay. Et quand j'avais 18-19 ans, donc la première année de Saint-Lucas, il avait écrit un livre sur le monde des bandes urbaines à Bruxelles. C'était une histoire Roméo et Juliette entre une fille d'origine congolaise qui tombe amoureuse d'un mec d'origine marocaine, et ils sont dans deux bandes rivales. Elle est d'une bande du quartier Matongué, qui est très connu en Belgique. Voilà, qui est le quartier congolais à Bruxelles. Et lui, il est d'une bande de quartier de Molenbeek, les 10-80. Et ce livre-là, c'était un truc basé sur des histoires vraies. C'était un livre très très fort, aussi très violent, mais il y avait cette histoire d'amour au milieu, Roméo et Juliette, qui marchait bien dans ce contraste-là. Et quand j'ai lu ce livre, directement j'ai dit à Bilal, ça va être notre premier film, ça va déchirer, parce que le livre était tellement fort. Et je me disais que si un jour, Inch'Allah, on pourrait faire de ce livre un film, ça serait un peu dans le style de Cité des Dieux, de Fernando Meirelles. Et Cité des Dieux, c'était le ticket de Hollywood pour Meirelles. Pour Meirelles, quand il avait fait Cité des Dieux, il a été nominé aux Oscars et tout ça, puis après il a fait des films américains. Donc moi je me disais, si voilà, on réalise ce film comme Cité des Dieux, ça va être notre ticket pour Hollywood. Parce que peut-être ça va être nominé aux Oscars. Et une fois qu'on est là, on va directement parler avec Jerry Bruckheimer et Will Smith et on va lui demander de faire Bad Boys 3. En fait, j'avais déjà un putain de plan en fait. Bah ouais, c'était ça le plan, tu vois. Okay. Même si tout le monde disait c'est pas possible parce que j'avais que 18 ans, 19 ans. Mais j'avais calculé ça parce que je me disais, il y avait un film que Will Smith avait fait, Pursuit of Happiness. Yes. Je sais pas comment il s'appelle en français. La poursuite du bonheur, voilà, avec son fils. Voilà. Et le réalisateur de ce film-là, c'était un réalisateur italien qui s'appelle Gabriel Muccino, qui avait fait le plus grand succès en Italie. Donc, il avait fait ce film, c'était un grand succès en Italie. Will Smith avait vu ce film et il lui a demandé à lui, tu veux toi réaliser Pursuit of Happiness? Donc, tu t'es dit... Donc, il y avait un précédent déjà de Will qui regarde des films européens et qui dit, tu peux réaliser pour moi. Donc, je savais qu'il y avait une brèche là. Donc c'est censé des films-là qui m'ont dit, voilà, dans mon master plan, qui était bien sûr une dinguerie. Et puis là, il dit, t'es sûr que ça va? Ouais, ça va réussir. Et lui, il a sauté dans mon délire. Et c'est comme ça que quand j'ai lu le livre, j'ai envoyé un email à l'auteur et j'ai dit, on est des étudiants au cinéma et on voudrait faire un film de ton livre. Et il a dit, dommage, j'ai déjà un autre réal, ils vont déjà le faire. Et on était deg à mort. Et puis après, on a contacté le réalisateur. On dit, on peut participer, on peut faire des castings et tout ça. Et année après année, nos courts-métrages devenaient de mieux en mieux. Ouais. Jusqu'au moment où on a fait Brothers et on a gagné le wildcard. Super court-métrage pour info. C'est sur YouTube. Exactement, je le dis. Allez le voir parce que c'est une leçon vraiment pour des étudiants en cinéma. Je sais même pas comment tu as fait certains plans accélérés comme ça, parce que ça m'a fait vraiment penser à du Scorsese. Avec certains slow motion, tout ça. Je me suis dit, ces mecs-là, non, ils sont chauds. Ouais, voilà. C'est grâce à ce court-métrage, parce que le réalisateur, qui est un super réalisateur, il s'appelle Hans Herbots, celui qui allait réaliser Black, il a réalisé Le Serpent, tu vois, sur Netflix. Exactement. Donc, il est vraiment top, mais... Il avait un peu visité les quartiers parce qu'il savait qu'il allait devoir faire le film dans ces quartiers-là. Okay. Il a dit, c'est quand même costaud. Et moi, je dis, nous, on est là, on vient de là, tu vois. On va faire... Et alors après, quand il a vu Brothers, il a dit, peut-être que vous devrez réaliser le film et moi, je vais vous coacher. Et c'est comme ça qu'on a eu Black. Ça, il était cool au final. Ouais, il était super cool. Il a pas mal pris de part. Non, il nous a donné ce cadeau qui était vraiment top. Qui était pour le coup un sacré cadeau pour l'avenir, en fait. Ouais, voilà, exactement. Et 5 ans, on a essayé de piquer le projet, tu vois, donc après, finalement... Mais vous êtes passé par d'autres tuyaux, mais t'es arrivé à la destination finale. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu évoques Meirelles par rapport à Black, parce que, pour le coup, c'est vrai. Moi, je pense à la scène d'ouverture, parce que j'ai fait un parallèle entre quand Aboubacar, qu'on salue, si tu vois cette interview Aboubacar, je te salue. Salam à Aboubacar. Exactement, voilà. Quand il se met à prendre le sac et à courir à toute vitesse avec ses mouvements accélérés,
moi, ça m'a fait penser au poulet Ouais, qui est en train de courir dans la rue. Je me suis dit, c'est là le parallèle avec Méréliès. Exactement. Et aussi avec cette musique un peu samba, un peu Et latino que t'as mis derrière. tu vois, donc, Exactement. donc il y a vraiment ce parallèle, tu vois vraiment l'atmosphère. Et puis quand on a fait Black, qui était un film avec 16 acteurs qui n'avaient jamais joué auparavant, vraiment on a fait du street casting parce qu'en Belgique et surtout en Flandre, en général, les acteurs étaient tous blancs. Il n'y avait pas vraiment des acteurs professionnels d'une autre origine, surtout pas quand ils sont jeunes, ni dans les maisons de casting, ni dans des écoles d'acting. Donc on a dû faire notre propre maison de casting pour recruter ces jeunes-là et ils étaient vraiment super. Et c'est là où, alors finalement, le film, il a circulé à Hollywood et on a eu pour la première fois un mec qui nous a téléphoné, c'était sur l'iPhone. C'est ça qui est incroyable. Il y avait écrit Beverly Hills. Et je dis, oh putain, Beverly Hills! Alors justement, comment que ça se passe à ce moment-là en fait? Donc vous êtes à Toronto? Non, pas encore. Non, on est encore à Bruxelles. On n'est pas encore à Toronto. Il y a pas encore. Parce que le film, quand il est visible sur le territoire américain, c'est quand il est à Toronto, je crois. Black. En fait, quand chaque année, il y a une commission pour les Oscars. Okay. Parce que c'était ça le master plan, c'est on va être nominé aux Oscars pour le meilleur film étranger. Voilà, c'est ça le but. Okay. Donc chaque pays, hélas, si t'es pas ricain, t'as un seul film par pays. Ok. C'est pour ça que, par exemple, la France, parfois, il y a des problèmes parce qu'il n'y a qu'un seul film, tu vois. Mais la Belgique aussi, qu'un seul. Donc, ils envoient genre les 8 meilleurs films de la Belgique de l'année. Ils montrent ça à des agents, des managers, des gens qui sont membres de l'académie. Et alors, ils regardent les 8 films et ils disent « Ah, il faudrait envoyer ce film-là ». Et c'est là où des agents américains ou des managers américains, ils ont vu Black. Et ils nous ont téléphoné. Et c'est là alors où il y a Beverly Hills, tu vois. Mais comment que ça se passe dans ta tête avec il y avait déjà Bilal qui... Lui, ils avaient d'abord appelé Bilal. Ok, d'accord. Bilal m'appelle, putain, il y a quelqu'un de Beverly Hills qui va te téléphoner. Non, sérieux, c'est en train d'arriver en vrai. Et alors, je vois le téléphone, je réponds, et dirait que c'est un ricain qui parle. Comme Hi, cinéma, hello, quoi. how are you doing? Oh putain, on dirait qu'on est en train d'écouter un film. Tu vois? Donc je dis, ouais, hey, how you doing? Et alors, il demande, hi, we loved your film, Adel. Avec leur truc et tout. Et dit, so what kind of movies you want to make? Big action movies like Bad Boys 3. All right, that's fantastic. Alors il dit, so can you come over to LA? Mais on n'avait pas de thune, donc non. It's not possible. LA, ils vous ont payé tout, je crois. Alors eux, ils sont venus eux-mêmes. C'est eux qui sont venus à Bruxelles pour 24 heures. Juste à direct. C'est pas blagué. Ouais, donc voilà, c'était au centre. On vient, moi et Bilal, je dis, oh putain, Hollywood, ça réussit, tu vois, c'est en train de réussir. Et alors, on a un meeting avec eux, ils parlent alors de tous leurs clients, et nous, on dit, oh putain, ils sont les managers de côté des acteurs, ils ont Channing Tatum, Margot Robbie, et réalisateur, c'était James Mangold qui a fait bien sûr, Copland, Logan et tout exactement, ça. Exactement, alors, il dit, all your dreams will come true. Ils disent, oh, wow. Après, ils ont dit, you make one flop and you never work. dans la même phrase. Ok, donc c'est bizarre parce que c'est le début du rêve, mais aussi la fin. Tu vois, juste en même temps. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Mais voilà, alors on a Handshake et c'est ça. Et après, le film est allé à Toronto et c'est là, une fois à Toronto, où on rencontre les agents. Ok. Ouais, parce que c'est les managers et les managers, ils vont faire comme des speed dates avec les agents différents. Okay. Et là, alors les agents, ils disent tu vois, qui ils ont comme clients, tu vois. Okay. Et tu rencontres, et c'est là à Toronto où on voyait pour la première fois à Hollywood, parce qu'on allait dans des soirées, on allait dans des dîners, tout ça, et tu vois alors les grands acteurs, et on dit, oh putain, Idriss Elba, putain, il est là. Fou, donc, c'est juste, en fait, c'est du rêve éveillé, ce que vous vivez là-bas. Exactement. C'est ça qui est fou, en fait. Exactement. Et justement, donc ensuite, il y a la rencontre avec Jeremy Bruckheimer. Ouais, Jeremy Bruckheimer. Voilà. Et qui vous dit donc qu'il a aimé Black, mais il vous avez demandé si vous aviez de l'humour par rapport au côté. Et c'est là que vous dites on veut faire Bad Boys 3, et lui vous dit non. Pas pour maintenant, c'est ça? Ouais, parce que c'est un peu comme dans Black, il y a déjà un autre réal dessus, tu vois. Okay. Donc, c'est pas Joe Carnahan qui veut faire d'ailleurs. C'était Joe Carnahan. Qui avait fait Le Territoire des loups, Narc et tout ça que je recommande. C'est deux chefs-d'œuvre absolus. Et il est cool, il est vraiment super cool. Mais chez nous, quand on a eu nos agents de CA qui représentaient et Jerry Bruckheimer et Will Smith et aussi Spielberg, Tom Cruise et tout ça, quand ils ont dit on va envoyer le film et on va envoyer le film à Jerry Bruckheimer et Will Smith, déjà nous on se dit putain, donc les yeux de Will Smith vont regarder un truc que nous on a fait dans le quartier. Putain, c'était dingue. Donc déjà ça c'était, et quand on entendait qu'il avait kiffé le film, c'était vraiment super. Et on rencontre Jerry, on a vu tous ses films et directement on demande Bad Boys 3, mais il dit c'est pas dispo. Alors après, moi ce que j'ai entendu, mais tu vas me confirmer ça,
c'est qu'à un moment donné, ça revient vers vous, mais pas de bol. Vous êtes en train de préparer le tournage de Pas de sœur. Bah ouais, en fait, après, donc Joe Carnahan, on rencontre Bruckheimer en 2015. En 2016, on fait notre premier job de Hollywood qui est Snowfall, le pilote de Snowfall. On va revenir là-dessus, parce que John Singleton, c'est quand même pareil. Ah ouais, John Singleton. C'est la base des bases Rest des in bases. peace, c'est lui qui nous a... Des méga bases. Qui nous a choisi, parce que Boys in the Hood, c'est une grosse référence, donc c'est lui qui nous donne ce job. Et puis après, en 2017, il y a Jerry, le réalisateur, il voulait faire des autres projets, donc ça s'est pas passé, donc il est parti. Donc Bad Boys est là, tu vois. Okay. Et on reçoit le script, et moi, je regarde dans mon email, je dis, oh putain, j'ai le script de Bad Boys for Life, dinguerie, c'est vrai. Il nous appelle, on a le meeting avec tout le monde, parce que Will, il disait, why don't you just give it to the boys, tu vois. Donc, tu veux le donner assez... Ouais, dans le mec, tu vois, ils aiment bien, ils kiffent le truc, et alors ils demandent si on est dispo dans 3 semaines, et là j'ai dû dire, non, on fait un film belge qui s'appelle Pas de sœur à Anvers. Pour pas de thunes. Donc, c'était le nom le plus difficile. Et on a dû dire non. Donc, vous êtes passé à ça du truc. Ouais. Donc, tout ce qu'on avait rêvé dans le master plan, à ce moment-là, on a dû dire non. Parce que les mecs en Flandre, ils nous avaient dit, si on vous donne un budget, parce que c'est le gouvernement flamand, hein, tu rigoles pas avec les flaps. Okay. Donc, quand ils te donnent la thune pour faire le film, ils nous ont dit clairement, si un jour vous n'allez pas faire un film parce que vous allez faire un truc à Hollywood, plus jamais tu feras un film en Flandre. Ah ouais. Alors on a dit on va le faire, tu vois, on sait jamais, tu vois. Donc on est là, et alors cet été-là, au lieu de tourner Bad Boys, alors ils ont pris un autre réalisateur, ils ont mis un autre réalisateur dessus. Nous on était pendant l'été en train de filmer Pas de sœur, on a kiffé, tu vois, mais franchement Pas de sœur, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais quelque part quand t'es là avec tes potes, avec Matteo, Saïd Boumazour, Younes, on aurait pu être avec Will Smith. Mais c'est pas grave, c'est des frères, tu vois. Donc, et puis après, en fin 2017, Will Smith prend la décision de pas faire Bad Boys directement, mais de d'abord faire Aladdin. Oui, qui devient un méga carton. Et c'était une surprise, tu vois. Ouais. Et là, le réalisateur qui allait faire Bad Boys for Life, il dit, moi je vais pas attendre, moi je me casse. Il se barre. Okay. Et alors, début 2018, on a dit, ouais, on est là, c'est bon, on est là, on a fini tout. On a bloqué tout, il n'y a rien à faire, on va faire ça. Et c'est là alors où le projet il est revenu, et on a fait Bad Boys. Magnifique. Donc c'était Mektoub, mais c'était un Mektoub. En fait. Ouais, très tendu, mais à la fin, c'était le bon truc. Ouais, voilà. En fait. Ouais. Et justement, par rapport à Pas de sœur, je sais pas si ceux qui se trouvent ici l'ont vu, mais il faut vraiment le voir, parce que par rapport au budget que ça a coûté, le film en fait 4 fois plus. Et c'est là que je me rappelle la phrase de Mel Gibson quand il avait dit que quand on a un petit budget, on a intérêt à avoir de grandes idées. Et pour le coup, je pense que ce film, il illustre vraiment ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Par rapport à... on essaie on essaie toujours de pousser, bien sûr, avec notre chef-op, Robrecht, avec les producteurs et tout ça, qui sont tous des potes à nous, qui sont aussi des étudiants en réalisation, qui ils produisaient en fait des films de leurs potes à l'école. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus producteurs. On était tous là avec, OK, on n'a pas beaucoup de thunes, mais on va essayer quand même de déchirer, tu vois, de faire des trucs qui ont vraiment l'air cool et international, et qu'on voit pas souvent en Flandre ou en Belgique en général. Et quand tu m'as dit, Jerry Bruckheimer nous avait demandé si on avait de l'humour, nos films étaient quand même assez dark, tu vois. Donc ça, c'était l'opportunité de montrer. Voilà, de montrer qu'on avait de l'humour, et c'était une sorte de préparation pour Bad Boys, si au cas où Bad Boys se libérait. Et c'est là où on a dit on va utiliser la caméra pour faire plein de couleurs, plein de mouvements, et aussi on a l'avantage d'être à deux, ce qui veut dire qu'on peut faire 2 fois plus. Donc c'est pour ça que même si on a un plus petit budget, on se dédouble. Là, elle est avec une équipe avec un groupe de caméras, et moi je suis avec les autres, et voilà, on fait du production value. Exactement. Et comment que ça se passe ? Est-ce que parfois vous vous embrouillez par rapport à des scènes ? Parce que quand on travaille en duo, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Comment vous arrivez à trouver un compromis ? Comment que ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord sur comment chacun voit la scène ?
Non, je crois quand on réalise, c'est toujours la même chose. Parce qu'on n'a jamais connu rien d'autre depuis le début. Quand on a commencé à faire des petits courts-métrages pour l'école, on était toujours ensemble. Donc c'est ce qu'on connaît. On est vraiment dans ce truc d'équipe. Je crois qu'il y a juste la différence entre, par exemple, moi je vais être plutôt dans la prépa d'un projet et lui il va être dans la finition d'un projet, dans le montage. Mais en général, on est toujours... dans la vraie vie, on s'embrouille tout le temps, mais pas quand on est en train de faire les films. Donc voilà, heureusement, ça marche bien. Et voilà, lui, on se dédouble très souvent. En tout cas, en Europe, aux États-Unis, on n'a pas le droit de se dédoubler. Donc si lui il va aux toilettes, moi aussi je dois aller aux toilettes. Ou en tout cas, je dois attendre qu'il revienne avant de pouvoir dire action. Donc c'est comme ça que ça marche. D'accord. Ouais, c'est très strict là-bas. Ok. Ouais. Et justement, qui fait quoi dans le duo? Est-ce que toi, t'es plus dans la direction d'acteur et lui plus dans la mise en scène, ou c'est vraiment kiff-kiff, c'est pareil? Ouais, c'est pareil, ça dépend vraiment de la scène ou du jour, ou parfois même il y a des acteurs avec qui l'un ou l'autre a un meilleur feeling. D'accord. Parfois c'est good cop, bad cop, tu vois. C'est qui le bad cop? C'est toujours moi en général. Ouais, c'est ce que j'ai dit Will Smith il y a pas longtemps. Ouais, t'as bien balancé sur la vidéo. Ouais, ils m'ont vraiment grillé là. Mais en général, ouais, Bilal il est plutôt, tu vois, plutôt smooth. Ouais, alors... et moi, ouais, parfois, j'ai pas beaucoup de patience, tu vois, donc c'est pour ça le problème. Après, il faut être un général pour faire un film. Ouais, voilà. Stone, il a dit, faire un film, c'est faire la guerre. C'est la guerre, exactement. Quand il y a des scènes qui sont calmes, genre des scènes de dialogue à l'intérieur, où il y a pas, on est tous les deux en train de faire tout en même temps, tu vois. Et souvent, dans nos scènes à nous, c'est des scènes parfois très compliquées techniquement, que t'as 6 caméras et t'as des acteurs un peu partout, donc on est en train de courir dans toutes les directions. Donc t'as une pression, en fait, dans ta tête qui... Ouais, c'est la guerre. Ok. Et il faut remporter la victoire, sinon c'est mort. Exactement. Et on va rester sur le territoire hollywoodien, on va revenir après sur le territoire européen. Moi, je voudrais que tu me parles de ta rencontre avec John Singleton. Je replace le contexte. John Singleton, si vous ne le connaissez pas, c'est le premier réalisateur afro-américain qui avait fait Boys in the Hood, qui est devenu un méga classique du cinéma afro-américain. Il avait enchaîné ensuite avec Fièvre à Columbus University, Baby Boy et tout ça. Donc, quand il vous appelle pour faire une série qui est, pour moi, ça y est devenue culte, Snowfall, c'est la série à regarder. Qu'on vous appelle pour réaliser les 2 premiers épisodes, il se passe quoi dans votre tête quand John Singleton vous dit c'est vous que je veux, c'est vous que je veux en fait? C'est grâce à Black, c'est un grand honneur parce que pour nous, Black, il y avait bien sûr, il y avait comme référence Cité de Dieu, il y avait aussi La Haine, Kassovitz, mais il y avait aussi Clockers de Spike Lee et Boys in the Hood de John Singleton. Donc Boys in the Hood, on l'a vraiment regardé plusieurs fois. Moi, c'était aussi un film que souvent aux acteurs, on disait regardez ce film-là. Pour nous, c'était un peu le Boys in the Hood de Bruxelles qu'on voulait faire. Exactement. Donc, quand lui, il a vu le film et il s'est dit je veux que vous fassiez la série Boys in the Hood entre guillemets. Incroyable. C'était la boucle est bouclée, tu vois, donc c'était vraiment dingue d'être avec lui et voilà, on était pendant 6-7 mois à South Central carrément LA. Dans le quartier South Central. 350 meurtres pendant les 7 mois qu'on était là dans le quartier. Donc les Crips et les Bloods, vous les avez vus passer quoi? Ouais, c'était et c'est là où j'ai commencé à porter une chaîne comme ça parce que ça te sauve là-bas, tu vois. T'étais ni habillé en bleu, ni habillé en rouge. Non, alors ils demandaient d'où tu viens. Là, Morocco, Africa. Ah ouais, ok, it's cool, you're cool. Ah ouais, à ce point. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ah, d'accord, parce que lui, parce que faut situer à John Singleton, il vient de South Central aussi. Ouais. C'est ça. South Central, c'est là, là, il y a Watts, Compton. Exactement. Inglewood. C'est chaud là-bas. Quartiers, c'est hyper chaud. Ouais, Snoop Dogg vient de là, tu vois. Long Beach, Snoop, exactement. Mais c'était cool de voir que voilà, notre premier job hollywoodien, c'était directement un truc qui collait à notre identité, univers, tu vois. Univers, tout ça. Parce qu'il y a d'abord Snowfall et après il y a Bad Boys 3. En termes de chronologie. C'est ça. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter, parce que ça tu l'as raconté à aucun média, je voudrais savoir comment s'est passée ta rencontre physique avec Will Smith. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as toute la saison du Prince de Bel-Air qui repasse? Est-ce que tu as tous les films? Comment que ça se passe? S'il te plaît, raconte-nous, parce que tu l'as raconté à personne. Ouais, en fait, la première fois que je l'ai rencontré, c'était sur le plateau d'un autre film. C'était le plateau de Bright. Sur Netflix. Ouais, avec les extraterrestres, tout ça, là. Ouais, voilà. Donc, voilà, donc on était là, on a fait une visite de plateau et il se dit, ouais, il y a Will qui va venir et dire bonjour, parce qu'on savait déjà qu'il avait vu le film, on avait rencontré son beau-frère aussi, on avait fait un meeting avec son beau-frère. D'accord.
Et puis le mec, il vient, d'un coup, il est là, il dit « Ah, c'est Will », et il te met directement à l'aise, c'est comme si tu le connais, parce que tu as l'impression que tu le connais, tu vois. Ouais, à travers ces films que tu as vus. Ouais, voilà. Et c'est qu'après, quand il part, il dit « Putain, c'était Will Smith !» Putain, il a dit bonjour, il sait qui on est, waouh, dinguerie. Donc c'est très surréel, tu vois, d'avoir cette expérience-là. Et ça c'est resté en tête. Et puis après, bien sûr, plus tard, quand il nous a donné le job, il y avait un screening de Pas de sœur, c'était une sorte de première de Pas de sœur, mais après, il dit non, il y aura un zoom. Donc on était avec notre iPhone, moi et Bilal, en train de faire le zoom. Le phone, il était presque déchargé. On a pris des screenshots parce que putain, c'est un screenshot avec Will Smith. donc non, c'était vraiment... Et est-ce que sur le plateau de Bad Boys 3, vous étiez en mode fanboy, entre guillemets, par rapport aux 4, où là, comme vous les connaissiez déjà, vous étiez plus en mode fanboy, mais en mode vraiment, ça y est, on est poteau, il n'y a pas de problème, mais il y a plus ce côté fan où on va s'exécuter sans rien dire concernant le 3, parce que c'est notre premier job d'un super gros blockbuster. Et est-ce que par rapport au 4, déjà, vous avez eu déjà plus de liberté? Est-ce que tu peux nous raconter la transition entre le 3 et le 4, comment ça s'est passé au niveau du tournage? Comment vous étiez? C'était un grand jump, parce qu'on vient d'un petit film belge, 3-4 millions d'euros. D'un coup, t'es le réalisateur de Bad Boys for Life, qui coûte 100 millions, avec Will Smith, Martin Lawrence, Jerry Bruckheimer. Et je crois que j'avais 29 ans quand j'ai reçu le job, tu vois. Donc d'un coup, on est là et c'est surréel de voir la table avec tous ces acteurs, aussi les autres acteurs, comme Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, tu vois tous ces gens, Joey Pantoliano. Ah bah lui, et t'as le nom réalisateur, director, Adil, Bilal, putain, mais c'est un rêve. Et Rob Recht à côté de nous, tu vois, notre flamand préféré, tu vois. Exactement. Putain, on est là. Et c'est très... Il y avait beaucoup de stress parce que t'as l'impression que c'est pas la réalité, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi pas des autres réalisateurs qui ont déjà fait plein de trucs à Hollywood, et on est des fanboys et on est là. Et c'est maintenant, là, c'est à nous, tu vois, parce que le monde entier regarde vers nous. C'est pas comme quand tu fais un petit film en Belgique ou même un film juste en Europe en général. Il n'y a pas vraiment le regard du monde qui est arrivé sur le truc. Mais là, tu es vraiment en train de faire un film avec une franchise qui est très connue, avec... Il y a Will Smith, je crois qu'il y a Tom Cruise, DiCaprio, Brad Pitt. En tout cas, c'est parmi les acteurs les plus connus, les stars planétaires, tu vois. Et tu respires pas, tu vois, t'es en stress tout le temps. Comment t'es la veille du premier jour de tournage? J'avais une pneumonie. Même Will a fait une vidéo sur ça sur YouTube parce qu'il faut réaliser. Je pouvais pas aller à l'hôpital ou quelque chose parce que sinon Bilal peut pas réaliser, tu vois. On doit être ensemble, donc il y avait un docteur là-bas avec j'avais un transfusion et tout ça. Non, mais attends, t'es en train de nous dire vraiment que t'as eu vraiment une pneumonie? Ouais. Waouh, le stress il était monté. Putain, 40 degrés de fièvre, j'étais mort. Waouh. C'était la première semaine. Ouais. C'était chaud? Ouais, c'était... Ouais. J'ai juste fait le Fatiha le premier jour. Inch'Allah, tout va bien se passer. Et c'est tout. Ouais, mais c'était l'une des... c'était intense comme ça. C'était un tournage très, très difficile. Je crois que c'était tellement difficile à cause aussi du côté personnel où tu fais directement ce jump dans un truc hollywoodien. Parce que nous aussi on venait de pas de thunes, tu vois. On est là à 100 millions. Et c'est pour ça que encore toujours maintenant, ça reste encore toujours bizarre, tu vois. Parce que surtout maintenant qu'on a fait les 2 Bad Boys, c'est comme si que c'est une longue série, on dirait. Bien sûr. Ouais. Et la différence, bien sûr, avec Bad Boys 4, c'est qu'on avait déjà l'expérience. On avait l'expérience Bad Boys 3, on avait fait Miss Marvel. Entre deux, on a fait aussi Bad Girl, même si il n'est pas sorti, mais on l'a quand même fait. On va revenir là-dessus. Donc aussi. Il y avait plusieurs films, donc à ce moment-là, on était déjà entre c'est Will Smith, et quand Will Smith te dit non, j'ai pas envie de faire ça. Comment que ça se passe? Alors, il y a un ego démesuré sur le plateau ou il reste normal? Non, il est très... comme en dehors des plateaux. Il est hyper professionnel, super gentil, sympa avec tout le monde. Lui, il va parler avec quelqu'un qui pose le café ou le plus grand producteur, la même chose. Donc on a beaucoup de chance d'avoir travaillé avec quelqu'un comme ça, parce que quand tu travailles avec une resta de ce niveau-là et qui est tellement gentil avec tout le monde au même niveau... personne n'a d'excuses, tu vois. T'es pas plus grand que lui. Et ça fait en sorte que tout le monde sur le plateau est chill. Tu vois. Mais il va quand même te challenger parce qu'il t'a choisi toi en tant que réalisateur, donc il veut pas que tu vas juste dire oui. Tu vois. Ou si tu veux faire quelque chose, si tu as une décision, il veut savoir que toi en tant que réalisateur, tu es vraiment à 100% sûr de la décision.
Donc, par exemple, il y avait la première semaine, la semaine de la pneumonie. Moi, je voulais qu'il portait un badge, tu vois, de police, parce qu'on aimait bien ce style-là. Oui, bah, en plus, ça fait très 90s, tout ça. Ouais, voilà. Donc, Exactement. nous, on trouvait que c'était super cool. Et le jour, on est sur le plan de filmer le truc, et il porte pas le badge. Et plusieurs fois, il avait dit non, j'ai pas envie de porter le badge, tu vois. Il avait toujours une bonne raison pour... Okay. Moi, je dis ok, mais cette fois-ci, c'était la dernière chance de faire ce putain de badge, donc je disais j'ai envie que tu l'apportes. 45 minutes de discussion. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, wow. Ouais. Et on était tous là, tout le monde, les producteurs sont tous en train de regarder. Tu fous quoi, putain? S'il ne veut pas mettre le badge, ne laisse pas mettre le badge, filme. Ah, wow. Non, il faut mettre le badge. Et t'as réussi à le convaincre finalement? Ouais, bah après, finalement, il a dit, tu sais quoi? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée de faire le badge. Ok. C'est mauvais. Mais parce que toi, tu le dis, je vais le faire pour toi. Mais c'est une très mauvaise idée, mais je le fais pour toi. Allez, et après, il y a Bilal qui me dit peut-être on doit pas faire. Non, si, on a gagné. Ta gueule. On va finir. Donc, mais non, ouais. non. Attends, c'est ça qui est fou. Mais c'est ça ce que j'allais venir. En fait, le mec, il voulait tester ton caractère, si t'étais un yes man ou non. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. C'est Parce que fou. c'est souvent quand il y a des gens à Hollywood, quand tu es entouré de yes man parfois, où il y a des gens qui disent tous, ouais, tu vois, en général c'était moi le no man, tu vois. Et t'étais le no man, toi. Bilal, il était un peu entre les deux. Lui, il était le smooth yes man, Ouais, c'est ça? quand Will et Martin voulaient faire un truc, même Will, il a dit dans une interview, il disait que moi j'étais le parent sévère, tu vois. S'il veut faire des trucs, il demande à moi, et moi je suis non. Après, ils vont chez Bilal. Il dit, ah, d'accord, ça va, on va faire. Ok, d'accord. Et justement, bon, alors, entre-temps, le film sort. Bad Boys 3, il fait un carton mondial, il fait quasiment presque 1,5 milliard. On a 400 et quelques... 425 millions. Ouais, c'est fou. C'est fou pour un budget de 90, je crois. Ouais, environ pendant 100, grosso modo. D'accord. Sony va jamais dire à 100% ou par le la vrai tarot, mais c'est dans ces eaux-là en tout cas. Ouais. Ok. Suite au carton mondial, comment que ça se passe pour Bad Boys 4? Est-ce que là, pour le coup, vous avez plus de marge de manœuvre en termes de mise en scène, ou est-ce que, parce que le budget est encore plus important que le 3, on vous dit non, les mecs, vous pouvez pas encore proposer des choses que vous voulez faire vous en termes de technique de mise en scène? Comment ça se passe? Il y a plus de liberté quand même sur le 4 par rapport au 3? Il y a peut-être un peu plus de liberté visuelle, mais la thune, c'est la même. Donc, non, on croyait qu'on allait avoir un gros succès. Non. Ils ont dit, Sony a dit non, on fait pour le même budget. Okay. Sauf qu'entre-temps, 4 ans plus tard, il y a l'inflation et tout ça. Donc, t'as moins de... Tu peux faire moins, en fait, avec la même thune. Donc, pendant on avait 75 jours de tournage dans Bad Boys 3. On avait 55 jours de tournage pour Bad Boys 4. 20 jours en moins. Donc, quoi. tout a fondu. Ouais. Donc, la différence, c'est en fait qu'on avait plus d'expérience parce qu'on savait un peu comment marchait maintenant le système hollywoodien. Donc, il fallait préparer beaucoup plus. Donc en préparant en amont les scènes d'action, les moments visuels et tout ça, et oui, il avait vu un peu notre savoir-faire, et Jerry, c'est eux en fait qui ont fait en sorte qu'on pouvait faire beaucoup plus notre truc. Okay. Mais ouais, il y a quand même des autres producteurs qui quand même casser les couilles, tu vois. C'est vrai. Ouais. Okay. Parfois encore plus que sur le 3. Ouais. Donc c'est fou. Ça. Donc c'était parfois on devait fighter un peu plus, mais on gagnait beaucoup plus les fights. Donc c'était un peu ça le truc. Mais en fait, c'est ça le paradoxe américain concernant Hollywood, c'est que on vient vous chercher pour votre talent singulier, mais en même temps, quand vous arrivez là-bas, on essaie de vous mettre dans un moule, en fait, au niveau en tant que réal. Alors que vous êtes des réals, mais parfois on veut vous mettre dans un moule de technicien. Tu trouves pas ça paradoxal parce que on vient à la base vous chercher pour votre talent singulier? C'est ça qui est contradictoire. Ouais, c'est l'histoire de Hollywood depuis le début en fait. Ils prennent des réalisateurs, des créatifs justement à cause de leur singularité, de leur vision qui est spéciale, mais le moment où tu vas faire ta vision spéciale, c'est là où putain, tu fais quoi, tu vois, parce que bien sûr ils mettent 100 millions, tu vois, c'est pas des subsides, c'est de la thune qui doit rapporter après, tu vois. Exactement. Donc quand tu viens avec une idée spéciale, que peut-être en Belgique ça va coûter 1 000 €, là-bas ça va coûter 1 million. Donc tu vas convaincre les producteurs ou le studio pourquoi ils doivent donner 1 million ou 2 millions ou même parfois 5 millions pour un concept, tu vois. D'accord. D'être un peu spécial. Et alors, c'est normal quand un truc va coûter beaucoup d'argent, ils veulent être safe, tu vois. Mais safe, aujourd'hui, c'est plus tellement safe parce que les gens, ils veulent plus voir des trucs vraiment génériques. Ils veulent voir des trucs qui sont quand même spéciaux parce que tu peux déjà en streaming ou à la maison regarder
les copies de tout. Donc, Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de les convaincre de prendre un risque visuel, va faire en sorte que c'est spécial. Mais c'est qu'une fois qu'on a le test avec un public test. Ouais, parce qu'en fait, il faut expliquer, tu as raison, Adil. En fait, il faut savoir que quand un film est c'est quasiment le montage final, parfois il y a peut-être des retouches, mais il y a ce qu'on appelle là-bas les screening tests. Donc on fait appel à des gens, ils réagissent par rapport au truc, ils voient si toutes les scènes fonctionnent en fonction de leur attention, soit des scènes comiques, soit des scènes d'action. Ouais. Et si tout est bon, cette V1, entre guillemets, est validée, ou il faut retoucher parfois des trucs avant la finalisation. Il y a un certain chiffre, un certain score. Et en général, le premier chiffre est toujours assez... il n'est pas très très haut, mais c'est en fonction de ces scores et de ce que le public dit, que tu modifies des trucs, ou tu dois faire, par exemple, filmer des trucs pour la clarté. Parfois, il y a des blagues qui ne marchent pas, donc tu les coupes. Et c'est en faisant ces screen tests que tu vois ces côtés visuels qui sont spéciaux, ça a bien marché. Et quand le score est vraiment très très haut, c'est là où ils disent OK, on touche plus rien, c'est comme ça. D'accord, OK. Il n'y a pas ce système-là, je pense, en Europe. Tu me dis si je me trompe, mais parfois, mais c'est pas standard. Mais c'est utile en fait, parce que c'est en faisant des trucs comme ça que tu vois si un film marche bien. Surtout quand c'est des films commerciaux, c'est beaucoup plus utile parce que là tu peux modifier des trucs encore dans le montage. Tu peux resserrer les boulons, tu sais ce qui marche vraiment le mieux. Donc, en général, les films qui marchent très bien dans les screen tests, ce sont les films aussi qui vont marcher bien dans le box-office. D'accord. Et justement, en parlant tout à l'heure de prise de vue assez particulière, tout ça, je voudrais revenir sur une scène concernant Bad Boys 4. Je t'en avais parlé un peu dans la voiture, mais c'est la scène où Martha Lawrence, en fait, effectue un malaise. Et on se retrouve dans un univers assez space. Ouais. Et je me suis dit, mais ce truc, je l'avais jamais vu visuellement. Et je crois que, d'après ce que tu m'as dit, c'était une combinaison de ton idée avec celle de Will Smith, c'est ça ? Ouais, donc Will Smith voulait avoir un truc un peu surréel. Et on lui avait montré une séquence de Miss Marvel qu'on avait fait, le pilote. Ouais. Il a kiffé, il a dit je veux ça, mais la version de Bad Boys. Donc c'est pour ça, avec nos idées qu'on avait fait, on a designé alors cette séquence... qui était un peu spécial, qui était difficile à convaincre aussi le là aussi, encore. Ouais, parce que c'est spécial, tu vois. On a jamais vu ça dans un autre... mais ça marque, elle reste dans la tête. On n'a jamais vu ça dans un autre Bad Boys, et en général, c'est pas une séquence qu'on va voir dans un Fast and Furious ou dans un John Wick. Exactement. Donc, le studio était genre, tu vas faire quoi, là ? Ils avaient peur que vous perdiez le spectateur, c'est ça ? Ouais, voilà, que c'est trop bizarre. Mais Will, il a dit non, c'est très important. Et puis, on a testé ça avec le public. Le public a kiffé, et voilà, c'est comme ça que c'est maintenant resté dans le film, mais c'est des trucs comme ça qui font en sorte que ça reste mémorable, parce que c'est toujours le truc le plus difficile à Hollywood, c'est de faire en sorte que c'est pas une copie. Tu vois. D'accord. Donc quand tu fais des scènes, que ce soit des scènes d'action ou en général un film d'action ou un film comédie, il y a tellement de films d'action qui ont été faits auparavant que voilà, ça va très vite dans le côté on a déjà vu ça 100 fois et tout ça. Donc il faut toujours trouver un peu un truc spécial, et ça, ce moment surréel, c'est un truc qu'on s'attend pas, qu'on voit même pas dans un Mission Impossible. Exactement. Tout comme le moment aussi de la scène du fighting playing shoot là, en mode Doom Call of Duty. C'était super impressionnant. On a pu voir les images. Sur Instagram, où on voit Will Smith porter la caméra. C'était une idée de qui, ça, encore ? C'était notre chef-op, Robrecht. Parce qu'on était... on savait qu'on n'avait pas... Tu vois, les budgets de Fast and Furious sont le double de ce que nous on avait, ou même les John Wick ont un peu plus de budget, ou en tout cas un peu plus de temps. Donc on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire des trucs trop dingues dans la grandeur, donc il fallait trouver des idées spéciales. Et sur Instagram, il avait trouvé un truc qui s'appelait un Snoricam. C'était un genre de Steadicam où l'acteur lui-même porte la caméra, et il peut tourner la caméra avec un flingue qui fait en sorte que ça ressemble à un first-person shooter. Et ça n'avait jamais été utilisé dans un film hollywoodien auparavant. Donc on a dit ok, voilà, on va utiliser le truc, on va montrer ça à Will. Will, il a vu ça, il a kiffé l'idée, il a dit ça va être super cool. Puis il a porté le truc, il a dit c'est quand même lourd le truc. Donc c'était pas facile, et vu que ça n'avait pas vraiment été utilisé souvent, donc c'est pas un truc standard, c'est un truc un peu à la MacGyver. Ça se cassait, c'était vraiment parce qu'on a vu que certaines scènes où justement il essayait de répéter, le flag tombait parfois, ou des choses comme ça. Et on a répété pendant des semaines et des semaines, et pendant le jour même du tournage, ça a pris toute la journée pour juste répéter.
Les prods, ils étaient. Ah, ils avaient les ouais, nerfs. ils avaient dit, tu filmes ça normal, ok, ça va, on a rien. Parce que ouais, t'es toute la journée en train de préparer. Tu peux pas filmer les autres trucs. Donc la journée, Ah, c'est la perte de temps. la pour eux. journée, c'est. Tu Waouh. vois. Ah ouais, ils blaguent pas Et alors à là-bas. la fin, on a environ 1 heure ou une demi-heure et elle est ok, voilà, c'est maintenant le moment et quand même ça a réussi. Donc Will, il a dû filmer lui-même. Donc on devait dire ok, Ouais, retourner maintenant le tu truc. filmes toi-même, maintenant tu tires, maintenant il faut filmer Martin, maintenant il faut filmer l'autre méchant, il faut tirer. Donc c'était acteur et caméraman Wow. en même temps. Et entre-temps, il y a des trucs qui explosent de tous les côtés. Ouais, Il faut c'est- que le timing soit bien parce qu'il faut que le cascadeur il tombe à travers la glace au bon moment. Et... Ah, parce qu'il y a un plan incroyable en drone où Ouais. les mecs sont en train de chuter comme Bah des ouais, le kills, drone, là. en fait, mais le Là, je drone, dis, c'est quoi, ouais, le ce drone truc aussi, c'est après toute une journée parce qu'on se disait, on aimait bien les drones de Michael Bay qu'il a utilisé pour Ouais. ambulance et on a pris ces pilotes-là, c'est les meilleurs pilotes de drone du monde et on a dit, ok, c'est cool, est-ce que tu peux filmer à l'intérieur? Et on a dit, ouais, ok, avec des acteurs en vrai et plein Ah d'explosions. ouais, c'était une tchouk-tchouka, quoi, en fait. Ouais, ils ont dit, le drone est grand, donc il fallait que les acteurs soient vraiment, voilà, cette ligne et tu Ils sont dépasses pas pas. petits. Ouais, non, mais c'est Et- incroyable. Ouais, et ça aussi toute la journée, à la fin, même chose, producteur, vous foutez quoi, vous avez rien filmé? Ouais, mais attends, c'est un plan, donc, ouais, on a filmé le truc, et aussi, même chose, on avait une demi-heure, ils ont filmé le truc, et on a stitché les deux, donc c'est 2 jours, tu vois, en total. C'est millimétré à ce point. Ouais. Ah, Tu wow. peux pas faire ça au dernier moment, tu vois. Ouais, tu parce prends pas que- la caméra à l'arrache, ça n'existe pas là-bas. Non, ça c'était impossible, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a pu le faire parce que si tu viens avec ça trop tard, c'est fini. Tu peux pas Ok. planifier. Ouais, il faut vraiment faire en sorte que c'est à l'avance parce que ouais, c'est quand même un drone. Il y a comme des explosions, il y a des cascades, il y a les vrais acteurs. C'est pas les acteurs qui sont des doublures, donc ils doivent tous être au bon moment, là où il y a les explosions, là où il y a le drone qui vole et le drone il vole vraiment très rapidement, tu vois. Donc ouais, c'était En tout cas, c'est réussi parce que quand on voit ça en salle, ouais. et moi j'étais en train de Alhamdulillah. bondir sur mon siège. Je dis, Ouais. ils ont fait quoi là en fait? Ouais, c'est bien. Tu Après, vois. dans le montage, il faut encore se battre pour le garder parce qu'ils vont charcuter. Hein. D'accord. Ouais, tout ce Ok. que tu as vu, ça a été. À un moment, ça a tout été charcuté, tu voyais rien. Tu vois. D'accord, ok. Ouais. Comment vous avez fait pour. Vous avez encore convaincu ou comment ça s'est passé? Là, c'est petit à petit, tu vois. Ah, d'accord. Parce que à Hollywood, ça dure longtemps le combat. Si tu vas te prendre la tête dès le début, ce que j'ai appris avec Bad Boys 3, ma barbe n'était pas encore grise à ce moment-là, et Marvel, c'est que, tu vois, Billy, il est beaucoup plus, tu vois, il est beaucoup plus chill, beaucoup plus intelligent sur ce plan-là. Il a dit, D'accord. non, on va pas se prendre la tête aujourd'hui parce que ça va durer 6 mois, ce combat. Donc, Ok. on va se prendre la tête au dernier moment. Et D'accord. donc, voilà, on les laisse charcuter tout, et puis après, petit à petit, ça revient, tu vois. Donc, la première version de Bad Boys 4, ça avait presque pas d'action dedans. Donc, D'accord. ouais. Ok. C'est fou. C'est dingue. Non, mais c'est fou. Et il faut que tu saches que dans l'émission, il y a 2 rubriques. Je vais commencer par ton Voltron cinéma. Alors toi, c'est particulier parce que t'es pas comédien. Même si parfois tu te fais braquer dans Bad Boys 3, on t'a vu Je suis sortir aussi de dans ta Bad Boys caisse. 4, je sais pas si t'as vu. Ah non. Ah. Bah alors t'es bien caché parce que je t'ai pas vu. C'est 2 secondes. Je les vois, mais là je t'ai pas vu. Non, on est là avec des flingues en train de tirer D'accord, ok. sur Will et Martin. Ah mais si, je crois que je l'avais dit. Mais je crois que c'est un des shooters en fait. Ouais. Parce que je t'ai reconnu avec tes cheveux, je crois. Ouais, il y avait Bilal et moi. D'accord, Ouais, ok. Bilal, Toi, il je t'ai avait reconnu, mais le j'ai pas vu. AK-47, tu vois. D'accord, ok. Ouais, moi, dis j'avais donc. un petit MP40. Ok, d'accord. Et justement, donc toi, t'es réalisateur. Donc, ce serait quoi ton Voltron cinéma, le film de rêve que tu voudrais faire avec le meilleur, enfin, avec le scénariste de tes rêves, l'acteur et l'actrice de tes rêves. Ce serait quoi? Ah ouais, c'est... Je sais, c'est chiant comme question. Ouais, mais... donc on compte pas Will parce que Will et Ouais, ça, Martin, ça on y est, a c'est déjà fait. fait avec. C'est bon. Mais non, ça serait cool de travailler avec Denzel Washington, ça serait cool, j'adore. Ouais, je kiffe. Mais pourquoi pas? Ouais, on sait Il n'y a jamais. plus de limite dans vos rêves. Ouais, maintenant. voilà, tout est possible. Et actrice, j'ai toujours aimé Kate Winslet, tu vois, depuis Titanic. Ok. J'adore cette actrice. Scénariste, il y a un scénariste qui s'appelle Aaron Sorkin, Qui est qui est monstrueux. peut-être le meilleur scénariste du monde. Euh, On peut demander Steven Zalian, mais je crois Aaron Sorkin, c'est... ouais, Voilà. c'est vrai, c'est Aaron vrai. Sorkin, ça serait cool. S'il veut encore écrire un film, parce qu'il est réalisateur maintenant. C'est vrai, donc, maintenant, c'est vrai. C'est lui qui a fait, je crois, l'excellent film avec Brad Pitt quand il est entraîneur. Ouais, donc, le film avec Brad Pitt, c'est avec Steven Zalian qu'il a écrit. Ah, voilà. Ah, d'accord, C'est ok. Moneyball, mais il a fait The Social Network. Exactement. Oui, de Fincher. Voilà, exactement. Exactement. Et il y a, on va passer à une autre rubrique, c'est ça s'appelle le Say No Name. Alors il faut que tu nous racontes une anecdote drôle ou merdique, Ouais. ou drôle et merdique à la fois, Ok. sans du cinéma que tu as vécu toi, mais sans citer aucun nom.
Funny or fucked up. Mais la seule règle dans ce game, c'est que tu cites aucun name. Ah ouais. Donc est-ce que t'en as? Je pense que t'en as. Ouais, mais si je cite pas le nom, tu vas dire. C'est pas grave. C'est le but, c'est pour pas te mettre dedans, justement. Mais tu nous racontes quand même ton anecdote. Ah ouais, non, il y en a. Oh, putain, d'un coup, je demande de penser à des 10 ans d'Hollywood. Attends, 2 secondes. Ouais, non, ouais, d'accord, ouais. Il y avait. C'est pas une histoire tellement spéciale, mais il y avait quand même un jour où sur un projet, il y avait un producteur qui était vraiment littéralement après chaque plan qu'on était en train de faire, il me parlait comme ça, tu lui disais il faut faire ça. Et moi j'étais tellement vénère de ce mec que j'ai dit à Bilal, je crois que je vais lui donner une tarcha. Et heureusement Bilal m'a dit de pas le faire parce que sinon game mort. over. Et bien sûr, j'étais très jeune, tu vois, j'étais encore voilà. Et c'est pas bien de faire ça, tu vois. Il faut pas donner les tarchas, tu vois. Les tarchas, je traduis en français, des gifles, des claques, voilà. Mais il y a un truc parce que c'est le mec qui a le plus de pouvoir. D'accord. Et je sais pas, il y a quelque chose quand un mec il a un max de pouvoir. Je vais aller à la jugulaire, tu vois. Donc, direct. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est genre, c'est vision tunnel, tu vois. C'est, ouais, ok, je sais, voilà, ça peut être le président. T'aurais plus rien à cirer à un moment donné. Voilà. Donc, heureusement qu'il m'a empêché, parce que sinon, je crois que c'était on serait pas sur Bad Buzz 4. fini, voilà, on serait pas à Hollywood, tu vois. donc, voilà, ça m'est toujours resté à la tête. Faut faire où ça, comme Martin Lawrence fait dans Bad Boys 2. Okay. Voilà. Donc, mais je vais pas dire le name. Ah non, mais il n'y a pas de souci. C'est justement le concept de la rubrique. Ouais. T'as jamais douté, en fait, de ton ambition. Tu t'es jamais dit, non, là c'est trop gros, on pourra pas. On est en train de rêver, en fait. Tu vois. Et tu t'es jamais dit ça. T'as jamais eu des périodes de doute. Toujours même par exemple par rapport après l'échec de... Enfin, la déception de Bad Girl. Ouais. Parce qu'il n'était pas sorti. T'as pas eu des remises en question à ce moment-là où tu t'es pas dit Hollywood, vas-y, c'est dead, on revient en Europe et c'est bon? Non, je crois les doutes sont toujours une fois qu'on est dans la situation même. Donc, donc pour arriver à Bad Boys 3, il n'y avait pas de doute. Une fois on est là, oh putain, on fait Bad Boys 3, c'est pour de vrai? Là, tu commences à douter. D'accord. Parce que jusqu'à ce que tu arrives au but même, t'es pas sûr à 100% que ça va réussir, tu vois. Okay. Donc, dans Bad Girl, pour moi, c'était le rêve. Moi, je rêvais de faire un film avec Batman parce que c'est mon super-héros préféré. Et surtout, j'ai grandi avec le Batman de Michael Keaton. Donc, quand j'avais 5 ans, c'était l'un des premiers films que j'avais vu. J'adorais, je kiffais. Et c'est fou de se retrouver plus tard en tant que réal à faire un Batman, c'est fou. Exactement, t'es là maintenant, c'est comme Will Smith, tu vois, t'es là, putain, t'es là avec Michael Keaton en tant que Batman, avec la Batmobile de 1989, tu vois. Donc c'est des souvenirs que même si le film ne s'est pas fait, ou en tout cas ils ont tué le film, ça reste ces souvenirs-là, tu vois. Et puis après, bien sûr, ouais, tu fais attention parce qu'après, c'était aussi sans précédent, ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Quand ça s'est passé, le monde entier en a parlé, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment une première. Et après, ouais, tu dis, OK, c'est un truc qui s'est jamais arrivé, mais je crois que tu apprends de ces leçons-là. Et je crois que la motivation et l'énergie que tu vois dans Bad Boys 4, c'est à cause de ça aussi, tu vois. D'accord. C'était vraiment genre, maintenant on veut montrer au monde qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, de quoi on est capable. Donc ouais, tu te remets en question parce que tu vois, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment et qu'est-ce qui est important maintenant pour le prochain film. Je crois que Bad Boys n'aurait pas été aussi bon si on n'avait peut-être pas eu Bad Boys 4, si on n'avait pas eu l'expérience de Bad Girl. Je crois que on a beaucoup appris en tant que réalisateur à cause de cette expérience-là. D'accord. Et bon, il y a un autre mot qui me vient en tête, en fait, quand je vous vois, quand je vous écoute, c'est le mot famille. Parce que je vois que tu as toujours la même bande d'acteurs. En Belgique, ouais. Exactement. Donc c'est ça, justement, je parle de la famille à l'échelle européenne, justement. Tu as tourné, je crois, 2 fois, avec Nabil Malat, qui est un très beau comédien. Ouais. Tu as tourné aussi avec Saïd Boumezour. Ouais. Et si j'ai bien compris, c'est une amitié qui est très, très ancienne entre vous deux. C'est ça? Ouais. Voilà. En fait, tous les... Même dans La Bonne Terre, il avait tourné. Ouais, dans La Bonne Terre. Il y a aussi Younes Lazare qui joue là. Exactement. On était tous des potes quand on a commencé à Saint-Lucas. On était tous des potes qui aimaient bien le cinéma et les films. Mais
aucun de nous avait en tout cas en Flandre des gens qui ressemblaient à nous. Il n'y avait pas vraiment d'acteurs ou de réalisateurs d'origine marocaine. Donc on se disait, nous un jour, Inch'Allah, on va faire des films et des séries, tous ceux qui veulent être acteurs, on va vous donner des rôles. On va se faire des passes entre nous et tout ça. Ouais. Et donc quand j'écrivais des personnages moi-même... Tu pensais naturellement... je pensais à mes potes Saïd et Younes. Ouais. Même je tapais le nom Saïd et Younes. donc aujourd'hui, quand ils vont jouer le rôle, ils vont juste jouer leur propre nom aussi, tu vois. J'avais pas d'inspiration, tu vois. Parce que je les voyais, eux, ils avaient jamais joué dans un truc, donc voilà. Younes, c'était un danseur, j'écrivais, c'est un danseur, et Saïd, il venait du quartier, il était très énergétique, donc voilà, et ça fait plaisir de voir en tout cas après qu'ils ont tous commencé avec nous, on a tous commencé ensemble, que plus tard après ils ont joué dans des autres séries, dans des autres films, ils sont devenus mainstream, tu vois. Mais en général, je crois la plupart des acteurs d'une autre origine, que ce soit africaine ou marocaine, en général ils ont tous commencé avec nous, tu vois, avec que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages ou des séries. Et c'est la famille, tu vois. Donc. Non, mais oui, c'est ça, effectivement. Et c'est vrai que quand je pense par exemple à Saïd Boumezour, voilà, je trouve que c'est un véritable caméléon, en fait, ce mec. Parce que c'est le terme qui convient. Exactement. C'est un écorché vif, c'est un mec qui sait rentrer dans la peau d'un personnage comme très peu de gens, vraiment, parce qu'il est vraiment hyper talentueux. Je trouve que moi, vraiment un grand avenir l'attend à l'échelle internationale, parce que c'est un comédien exceptionnel. Et je voulais aussi le mentionner parce que Saïd, on se connaît très bien. Voilà, exactement, t'es mon frère de cœur. Et tu sais à quel point je t'aime énormément. Et de toute façon, voilà, tu sais que c'est Dalet Djalé qui t'attend bientôt ici. Voilà, le canapé t'attend aussi. Et c'est vrai que pour le coup, vous formez une belle alchimie entre vous. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que le prochain long-métrage que tu vas tourner avec Adil, c'est Gangsta 2, et il sera également dedans, je crois. Ouais. C'est les 4 acteurs, donc on reste toujours travailler. Si on trouve des rôles toujours, que ce soit pour Abou Bakr ou pour Nabil Malat, toujours c'est la famille, donc on essaie toujours de travailler ensemble. Et ils nous connaissent déjà tellement bien en tant que réalisateurs, et nous on les connaît en tant qu'acteurs, qu'on ne doit pas trop s'expliquer, tu vois. Ils savent directement c'est quoi le rôle, et ils le font vraiment très très bien. Et je t'ai entendu récemment dans une interview à l'RTBF, tu as dit que tu voudrais avoir ton Munich à toi, et que tu voudrais poser l'Oscar un jour et revenir sur le plateau de cette émission-là avec ça. Inch'Allah. Et Inch'Allah, ouais, je souhaite pour toi. Ça fait partie des prochains rêves que tu as envie de réaliser, ce genre de film-là, historique, tout ça. Ouais, toujours. Je crois que nous, bien sûr, on aime bien les films de Jerry Bruckheimer, les films d'action, mais on a grandi aussi avec Oliver Stone, Spike Lee, Scorsese, les films qu'eux, ils ont fait, ou par exemple, quand Spielberg fait Munich ou La liste de Schindler, tu vois, c'est des films quand même beaucoup plus artistiques aussi. Et c'est ça le but ultime quand je vois Oppenheimer, qui est un peu un film à la Oliver Stone, un peu comme JFK. Qu'est-ce qui va être notre Oppenheimer, tu vois. C'est ça le but ultime. On peut commencer avec des films de genre, des films d'action, mais je crois qu'après, on voit aussi la différence entre les projets hollywoodiens et les projets en Europe, où on fait souvent des histoires vraies, que ce soit Rebelle qui parle de Daesh, ou même pas de ça, même si c'est un peu un film un peu plus léger, ça parle vraiment de la problématique du monde de la cocaïne à Anvers, qui est devenu encore beaucoup plus grand. Donc on parle vraiment de ces sujets de société, et l'idéal, ce serait de faire un film comme ça, mais alors à la Hollywood, où on peut vraiment faire un truc très personnel, un truc un peu, même peut-être controversé, mais qui peut aussi atteindre un large public. Peut-être que le projet qu'on est en train de préparer sera peut-être ton Munich, The Munich de chez The Munich. C'est possible. Voilà, en tout cas, je l'espère, et je vous souhaite vraiment, pour le coup, vraiment une très grande réussite pour l'avenir à toi et à Bilal. Et sachez que nous, ici, on était vraiment heureux. Je pense que tu l'as senti. On était vraiment heureux de te recevoir. Moi, tu sais, tout le respect et l'admiration, je le dis face caméra, l'admiration que j'ai pour toi en tant que cinéaste, parce que tu m'en mets toujours plein les yeux. À chaque fois que je vois vos films, je me dis, mais putain, moi, en fait, la première question, c'est, mais comment ils ont fait, en fait? Tu vois, c'est ça le truc. Et merci pour toutes ces paillettes que tu me mets dans les yeux, que tu mets aux yeux de tous ceux qui regardent tes films. Encore une fois, je ne sais pas quoi d'autre rajouter à part
vous souhaitez que le meilleur du meilleur, vraiment du fond du cœur, sache-le. C'est sincère. C'est pas des mots vains, c'est pas des mots comme ça, de pure formalité. Pour le coup, c'est vraiment ce que je te souhaite à toi et Bilal du fond du cœur. Voilà tout, c'était Lights Camera Action avec Adil El Arabi du duo Adil et Bilal. Je vous dis rendez-vous à l'épisode 3. On se dit à très vite et j'espère que vous aurez apprécié cet épisode 2. À bientôt. Bye.